contente que vous soyez tous présents aujourd'hui pour cette matinale qui est organisée en marge du sommet de la francophonie. Ça devrait se passer à Djerba, mais nous, on a préféré rester à Tunis. Bon, on va faire un saut tous ensemble, on va se projeter comme si on était à Djerba, avec les couleurs, avec l'architecture de Djerba. Donc notre thème aujourd'hui, c'est la transition économique et écologique, donc enjeux et apports pour 2030. Hein, c'est demain, c'est pas dans très longtemps. Et pour commencer notre matinale, j'invite Madame Neila Benzina à nous rejoindre, Madame Salma Bardedi et Monsieur Mahdi Ben Hamden, qui vont commencer par le premier panel, la French Tech Tunis, au service de la création de valeur. Merci Elim, bienvenue à tous. On est effectivement en marge du sommet de la francophonie et on s'était dit que Tunis pouvait être quelque part un moyen de réunir le dynamisme de l'écosystème tunisois et tunisien, et que finalement ceux qui ne seront pas à Djerba ou qui vont y aller dans quelques jours auront l'opportunité au moins d'assister à un événement en lien avec ce sommet. Évidemment, on parle de French Tech, donc francophonie, French Tech, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration. Et comme on est dans l'ère du temps, on pense à l'économie numérique, mais aujourd'hui, on sait que l'économie numérique doit aussi se mettre au service du climat, de l'écologie et des enjeux qui nous intéressent tous aujourd'hui et surtout qui nous préoccupent pour demain. Et donc on est quelque part dans l'association entre deux associations, la Saison Bleue et la French Tech Tunis, qui ont pour objectif de faire en sorte que finalement on se pose des bonnes questions, qu'on regarde les sujets de la tech et du numérique sous un autre angle. Et donc, on fait un pont qui n'est pas toujours quelque part présent et qu'on ne voit pas très souvent dans notre pays. Mais on va absolument faire en sorte que ce pont existe. Tout le déroulé de cette matinée ne va pas se faire autour de l'écologie toute seule ou du numérique tout seul, et on ne fera pas systématiquement de lien direct, mais le message c'est de dire on est là pour quelque part montrer qu'on se préoccupe en fait de ces sujets-là, qu'on y accorde énormément d'importance et qu'on va faire en sorte de faire un focus dans le prochain mandat du bureau de la French Tech pour nous intéresser à ces problématiques. Donc je reviens un peu à notre table ronde de ce matin autour de la transition numérique. Donc quels sont les leviers en fait en tant que French Tech pour accompagner l'écosystème et pour lui apporter la valeur ajoutée nécessaire. J'ai avec moi aujourd'hui deux éminents intervenants à qui je vais donner la parole très rapidement. Vous n'allez plus m'écouter aussi longuement, mais je vais juste les présenter. Je commence par Salma Bardedi, qui est directrice de l'écosystème des startups au sein de Smart Capital. Moi, je l'ai connue il y a quelques années. Elle était chez Biat Labs et effectivement, elle a un parcours chez des incubateurs et dans l'écosystème des startups qui est remarquable et elle va nous en parler dans quelques instants. Smart Capital, c'est l'opérateur de l'initiative tunisienne Startup Tunisia. Salma Bardedi est responsable de la stratégie de soutien à l'écosystème des startups à travers 3 missions de financement pour les startups et leurs organisations tels que les incubateurs et les accélérateurs. Elle gère également le processus, donc tu me corrigeras, hein, elle gère également le processus de bout en bout de labellisation Startup Act. Donc je pense que vous n'ignorez pas en fait les mécanismes de Startup Act et je pense que ça apporte énormément. Et c'est un cadre juridique important qui a permis à de nombreuses startups de se développer en Tunisie.
Salma, évidemment, est très enthousiaste vis-à-vis de l'écosystème. Elle est passionnée et elle est en même temps entrepreneur. Donc, c'est vrai que quand on s'intéresse aux startups et qu'on a été entrepreneur ou qu'on a cette âme d'entrepreneur, on est en capacité d'aider beaucoup mieux, en fait, et d'adresser les problématiques de manière beaucoup plus pertinente. À travers ces diverses missions sur 3 continents différents, ces 12 dernières années, Salma a développé une compréhension profonde de tout ce qui est moteur de développement et des défis de l'économie, en fait, et de l'écosystème entrepreneurial. Merci Salma d'être parmi nous aujourd'hui. Mahdi Ben Hamden, et juste une petite précision, en fait, nos 2 intervenants sont board members de la French Tech Tunis, donc Mahdi l'est déjà, et Salma intègre en fait le prochain board, le prochain mandat en fait de la French Tech. Donc Mahdi Ben Hamden, et tu me corrigeras aussi si je ne dis pas tout, tu me compléteras. Il a débuté sa carrière en 2000 en tant que consultant financier dans une SS2I de la zone Maghreb, puis il a rejoint le groupe panafricain Alios Finance en 2006, où il a dirigé le groupe et a été membre du conseil d'administration d'institutions financières. Il fonde ensuite Barak à Londres en 2016, devenu Venari Security, et se lance dans une vie d'entrepreneur, investisseur et business angel. Et actuellement, il est CEO d'Arion Company et il nous en dira un peu plus dans quelques instants. Donc pour commencer, j'avais d'abord envie de vous demander de nous aider à faire un état des lieux sur l'écosystème des startups en Tunisie et sur le dynamisme de cet écosystème. Donc je commence par toi, Salma, pour nous donner ton feedback sur ce point. Merci beaucoup, Neila. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Et je suis ravie d'avoir un événement qui va réellement connecter ces 2 sujets qui sont intrinsèquement liés à mon sens. Parce que rappelons pourquoi on s'intéresse tant à la start-up et à l'innovation. C'est en fait pour changer les paradigmes économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire l'économie ou l'industrie telle qu'on l'avait fait le siècle dernier. Ce n'est plus possible. Et on croit fermement que la start-up et l'innovation pourraient nous aider à transformer les règles du jeu et avoir en même temps la croissance, mais d'une autre manière. Déjà, là, pour moi, c'est ma vision par rapport à la start-up. Ensuite, en Tunisie, donc, depuis 2019, l'implémentation du Startup Act. Là, on est 3 ans et demi après, on est déjà à presque 800 startups labellisées. Sur ces 800 startups-là, on est encore dans un écosystème très early stage. Les 800, ça peut, dans un petit village peut-être français, on va trouver 800 startups. Donc il faut toujours modérer et nos attentes et notre évaluation de l'état actuel par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase où il faut créer, dynamiser. On est loin du compte. On est, bien sûr, et c'est normal. C'est-à-dire qu'on suit une courbe normale par rapport à la Tunisie, sa population, sa taille, son poids économique, tout ça. Et on se positionne plutôt, on est un tout petit peu au-dessus de la courbe par rapport, en comparaison à d'autres pays émergents. Donc on est à 800 startups. Ces 800 startups-là ont été créés quand même dans une période aussi très critique, Covid, récession, là une guerre, on n'aurait jamais cru avoir en 2022 à devoir gérer les conséquences d'une guerre sur tous les transferts et la gestion économique dans le monde. Ceci dit, ces 800 startups-là ont créé de la valeur déjà. Elles ont créé de la valeur, elles ont pu augmenter de 60% leur chiffre d'affaires. En 2021, elles ont généré 120 millions d'euros. Elles ont levé
100 millions d'euros en 2021 en Tunisie et ailleurs. 120 millions d'euros, ce n'est pas énorme en termes de levée de fonds. Donc ici, on va y revenir après sur les challenges et comment en fait attirer l'investissement. Mais ce qui veut dire, c'est que si elle crée 120 millions avec une levée de fonds généralisée consolidée de 100 millions, ça veut dire qu'elles sont plus créatrices de valeur et de chiffres qu'elles n'en demandent en fait en termes de ressources. Donc elles sont agiles, elles sont résilientes, elles arrivent à faire des choses très intéressantes. Elles sont ingénieuses aussi, elles arrivent sont à très faire beaucoup plus avec exactement, moins. Parce que ce n'est pas forcément le même mécanisme ailleurs. Aux États-Unis, on lève beaucoup de fonds pour aller plus tard sur le chiffre d'affaires, et certaines startups, on sait qu'elles n'ont pas encore peut-être de business model qui est bien établi. Donc en Tunisie, les startups se sont retrouvées par obligation, on va dire, par les règles qu'on a ici dans notre pays et par les limitations qu'on a, à devoir vraiment être très agile et très résiliente et aller directement au marché. Ça, c'est une bonne chose qu'il faudra développer, soutenir, parce que c'est la bonne, avec notre monde actuel et comment on évolue, c'est sur cette base-là qu'on va évoluer. Il n'y aura plus autant d'investissements dans le monde que ce qui s'est passé sur les premières vingtaines d'années des années 2000. Je reviens ici pour un link, pour une connexion avec ce qui se passe en termes de pérennisation de Green Tech. On a fait la Green Tech juste pour faciliter la compréhension pour nous, parce qu'il faut pour qu'on fasse un filtre, pour qu'on ait des chiffres un peu plus directs. Il y a, on va dire, 10% des startups qui œuvrent sur la Green Tech en général, donc de l'économie circulaire vers des solutions de création de l'énergie, d'autres formes d'énergie ou d'autres formes d'eau, typiquement Cumulus. On est à 10% sur ces 3 premières années, ce qui est pas mal aussi, mais il faudrait le développer. Ça, je pense que c'est un chiffre prometteur sur lequel on peut se baser. C'est-à-dire qu'il y a un début de sensibilité, il y a un début de perception d'opportunité dans le monde. Donc c'est pour ça que la start-up crée sa solution, parce qu'elle va répondre à un besoin. Donc il y a déjà une première sensibilité. Nous avons tout ce qu'il faut en termes d'ingénieurs et de talent pool pour pour aller plus dans ce sens-là. Après, ces start-up-là rencontrent pas mal de challenges et là, on va les voir plus tard. On abordera ça dans une deuxième partie. Merci Salma. Donc, je me tourne vers Mahdi pour lui poser la même question. En réalité, comment tu évalues aujourd'hui le dynamisme de l'écosystème des startups en Tunisie, toi qui es aussi très au contact de cet écosystème? Merci Naïla, bonjour à tout le monde. En fait, je vais être dans le même, on va dire, le même discours. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais, c'est dynamique, hein. Donc ça avance. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de startups, il y a de plus en plus d'accompagnateurs en termes d'accélérateurs ou d'incubateurs par rapport à 4-5 ans avant. Reste toujours le mécanisme ou l'écosystème dans sa globalité, il est un peu difficile ou compliqué pour les start-upers jeunes qui n'ont pas trop d'accès, qui n'ont pas trop de connexion par rapport surtout à la composante financement, par rapport également aussi aux acteurs présents localement qui exigent du chiffre d'affaires d'une start-up pour pouvoir la financer. Ces choses s'améliorent. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur la start-up tunisienne qui a déjà un premier problème qui a été dit, qui est le market size de la Tunisie, qui est trop petit par rapport aux ambitions d'une start-up qui veut être scalable le plus vite possible. Mais voilà, les choses s'améliorent aujourd'hui. On voit qu'il y a une revue aussi pour améliorer le Startup Act. D'un autre côté, ce qui est bien, c'est que c'est l'ouverture par rapport à d'autres marchés à travers la French Tech, que ce soit avec la France et plus l'Europe. Mais également, on n'oublie pas qu'on fait partie du continent africain.
Et également, pour le continent africain, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile pour une start-up tunisienne de faire des POC, d'intégrer des marchés sur le marché africain plutôt que sur le marché européen qui est un peu exigeant par rapport à certains critères. Voilà, certains standards et certains critères. Donc voilà, l'écosystème du start-up s'améliore, ça continue, on reste toujours exigeant, les acteurs qui sont autour de cet écosystème. Par contre, ce qui nous manque le plus, ce qu'on essaie de faire avec Neil, le French Tech et avec toute l'équipe, c'est vraiment de donner beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de connexion aux startups tunisiennes avec les marchés sous-régionaux, les marchés subsahariens et européens aussi, à travers le réseau French Tech, mais pas que. Voilà, bref. Et côté financement également, parce que la visibilité donne beaucoup plus d'accès à des VC. On remarque aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le nombre de venture capital qui augmente d'une manière très significative par rapport au Maghreb. Donc voilà, parce que peut-être le marché les aide beaucoup aussi. Hein, c'est quand même 300 millions d'habitants pour une zone monétaire sur 8 pays. Voilà. Et l'avantage, c'est d'essayer d'intégrer cet écosystème dans les deux sens, parce que également, il y a pas mal de startups qui veulent s'installer sur le marché tunisien et à travers le marché nord-africain. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Merci. Merci Mahdi. Donc effectivement, on a un feedback sur l'état des lieux de l'écosystème des startups grâce à vos regards croisés, on va dire, sur cet écosystème. Ce que j'ai envie de vous demander plus précisément, et sujet que vous avez un peu adressé à travers la première question, mais c'est pas grave, je veux quand même qu'on mette l'accent dessus. Quels sont les vrais challenges, en fait, que rencontrent les startups? Quels sont les défis? Quels sont les problèmes? Quelles sont leurs difficultés qui font qu'aujourd'hui, finalement, comme on le disait, sur ce dynamisme qu'on est en train de voir, il y a 2 ou 3 startups qui arrivent à faire des levées de fonds significatives et remarquables. Pourquoi on n'a pas en fait ce même impact que peuvent avoir d'autres écosystèmes comme ceux de la Silicon Valley ou autres? On a le droit de rêver, on a les ressources humaines, on a l'envie et l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas beaucoup plus vite et qu'on n'a pas finalement suffisamment de success stories qui font la différence? Les challenges, il y en a beaucoup. On peut passer toute la journée à lister tous les challenges, mais on va essayer de les structurer entre challenges principaux ou capitaux et d'autres challenges qui viendront secondaires ou que plusieurs startups de différents marchés ou de différents pays pourront connaître. Donc le premier challenge, ça m'a pris beaucoup de temps pour remettre les idées un peu plus claires, mais vraiment, notre premier challenge, c'est la taille du marché. La taille du marché, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la start-up doit se lancer sur un marché et la taille du marché, c'est deux éléments qui composent un marché. C'est son marché interne, sa capacité à acheter. Un pays en crise avec une économie un peu classique qui ne va pas s'ouvrir à l'innovation. Donc déjà, il n'y a pas un énorme potentiel, mais en plus, ils sont réfractaires ou ils sont un peu résistants. Et ensuite, il n'y a pas, même si on atteint tout le marché tunisien, on a 100% d'intégration, ça reste petit. Oui, le total addressable market. Voilà, il est toujours petit. Donc ça, c'est ce qui fait que la start-up, même si elle a de très bons chiffres, elle est comparée à une start-up en Égypte qui vient de se lancer. On n'est pas du tout sur les mêmes poids, les mêmes KPI. Donc là, on est directement lésé par ça. Donc, et c'est un fonds d'investissement fait une comparaison régionale. Il ne va pas faire pour la Tunisie et comprendre pourquoi et le comment. Donc ça, c'est du premier point. Et du coup, c'est ça, en fait, la taille du marché va limiter la possibilité d'avoir un meilleur chiffre d'affaires et c'est ça qui va limiter l'accès aux levées de fonds. Donc ça, pour moi, c'est la première problématique intrinsèque à notre écosystème, à la Tunisie. Mais il y a des solutions, heureusement.
Sauf que la solution aujourd'hui n'est pas totalement actionnée, parce que la solution reviendrait à s'ouvrir, à être mieux connecté. Nous, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'écosystème, c'est vraiment de connecter l'écosystème tunisien aux autres écosystèmes, à travers des programmes, des événements, la participation à des événements, à travers la mise en lien, mais ça reste petit, ça reste faible par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Parce que notre économie est fermée, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc tout à l'heure, je parlais sur les hardware, par exemple, pour qu'une start-up tunisienne importe un petit matériel de rien du tout qui pourrait coûter 10 € à acheter pour une start-up qui est basée à Paris sur Amazon, coûterait pour une start-up tunisienne 10 fois le prix, et il l'attendrait, il va devoir l'attendre genre 3 mois à 6 mois, et il n'est pas sûr qu'il va l'avoir, et se battre pour l'avoir. Donc ça, c'est des éléments qui sont structurels à la Tunisie, qui doit changer aussi son économie et être dans l'ouverture. Après, il y a bien sûr toute une autre panoplie, une liste de challenges, de freins, mais tout le reste est surmontable. Au fil du temps, on résoudra petit à petit les solutions. Mais ces deux problèmes-là sont vraiment des problèmes qu'il faudra les adresser de manière globale. Merci Salma. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'une start-up qui arrive à évoluer en Tunisie et qui utilise la Tunisie comme un laboratoire, mais qui réussit en Tunisie, est une start-up qui a de fortes chances de cartonner une fois qu'elle va au-delà des frontières du pays. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, les complications sont nombreuses. Mahdi, à toi. Ouais, moi, je rajouterais que avec des start-upers, lorsqu'on échange, j'appelle ça les handicaps. Donc, qu'il faut dépasser. Ça veut dire que, et on peut les dépasser parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête que c'est compliqué, parce que tout est compliqué. Il y a d'abord le marché dont vous avez parlé et surtout le marché sous-régional. Parce que le Grand Maghreb, quand même, c'est 100 millions d'habitants et c'est une économie hyper riche. Mais en revanche, elle est instable et l'intégration sous-régionale, elle tend vers zéro. Donc en termes d'échanges, etc. et tout, c'est le marché parallèle qui prime par rapport à tout ce qui est marché formel. Mais quand même, il y a toujours des démarches qui peuvent aider parce qu'on a développé des réflexes, vu qu'on est dans ce cadre depuis des années. Le deuxième point, c'est le protectionnisme tunisien. C'est la loi de change, c'est hyper compliqué, donc, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, et on attend les réformes, parfois annoncées, parfois avortées, et voilà, bref, on reste positif pour ça. Parce que, au moins sur une partie, je pense que le secteur privé et les start-up et les entrepreneurs peuvent toujours créer la pression positive qui permet à des gouvernements de passer à l'acte des réformes. Mais, mis à part ça, moi je reste toujours positif par rapport parce que le marché, d'une manière internationale, est très ouvert. Maintenant, il faut juste accompagner ces start-upers, les aider à savoir où s'implanter, comment faire des connexions avec des incubateurs à l'étranger, des accélérateurs à l'étranger, comment accéder à d'autres marchés. Et c'est ça qui va intéresser les bailleurs de fonds. En revanche, la dernière partie dont je vais parler, c'est le early stage du financement, qui est presque inexistant en Tunisie. C'est vrai, il y a pas mal de business angels, mais ça reste très personnel, très, on va dire, relationnel. La famille, les amis, etc. et tout. Par contre, en termes d'acteurs, on va dire, formels, dans le financement de early stage, là, les critères sont difficiles, compliqués, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils exigent toujours du chiffre d'affaires, c'est quoi votre chiffre d'affaires, etc. et tout, alors qu'on est à la phase du prototype, on est à la phase du POC. Il y a aussi le Startup Act a créé on va dire, misunderstanding au niveau de la tête des start-upers qui pensent que s'ils ne passent pas par le Startup Act, ils ne sont pas des start-up. Alors que non. Alors qu'on peut créer des start-up et être à l'étranger et être dans d'autres marchés sans pour autant passer par le Startup Act. Et là, il y a vraiment beaucoup de communication qu'il faut continuer à faire. Et surtout, là, aujourd'hui, je vois qu'il y a certaines VC qui se lancent. Aujourd'hui, on attend, parce qu'il n'y a pas de track record,
On attend le behavior ou le comportement de ces VC par rapport à l'écosystème local. Mais je vais conclure par dire que c'est vrai, moi je les appelle toujours des handicaps, tels que l'exemple que vous avez cité pour un petit matériel hardware ou même des abonnements de licences logicielles, quoi. Il y a toujours des problèmes pour ça, c'est les start-upers, et c'est ça qu'il faut créer. Il faut créer ce trait d'union, cet oubli, hein, qui est imposé, que ce soit par le cadre, on va dire, légal, de loi de change, etc. et tout, ou également ces oublis de la finance qui ne sont pas aujourd'hui. Il y a plein de SICAR en Tunisie, hein, les SICAR publics ou privés, qui existent depuis les années 90 et qui ont participé vraiment à créer un écosystème d'entreprise en Tunisie, alors que ces SICAR aujourd'hui ne comprennent pas comment financer les startups. Et la différence entre une entreprise créée dans les années 90 ou 2000 et une start-up aujourd'hui, légalement, c'est la même chose. C'est créer une entreprise, parce qu'ils financent la création. Par contre, aujourd'hui, la start-up parle d'innovation, de green, etc. et tout, et ils ne comprennent pas. Donc, ce que je pourrais rebondir alors sur... qu'il y a un matière à faire. Il y a plusieurs points où, en fait, donc, par rapport à la connexion ou le potentiel des startups tunisiennes. Parmi les programmes où j'étais très contente de l'impact, c'est l'année dernière, on est parti, il y avait une participation au CITIC au Côte d'Ivoire. L'événement, bon, il n'était pas forcément dans les attentes ou dans les standards qu'on aurait attendus. Mais le choix des startups, on a choisi des startups qui étaient prêtes ou avaient un produit qui était adapté au marché. Donc on a fait beaucoup de travail sur la sélection pour que les startups, qu'on choisisse vraiment les bonnes startups pour ce type d'événement. Et on est rentré avec 8 startups sur 10 qui ont conclu des deals, des partenariats, qui ont pu mettre un pied en Côte d'Ivoire. Et donc c'est ça, c'est vers ça qu'il faudrait pousser. Il y a aujourd'hui les programmes soft landing. On est là partenaire avec un programme de soft landing géré par l'ITU, l'International Telecom Union. Et c'est un programme de soft landing qui va porter des startups tunisiennes dans les pays qu'elles choisissent, soit Algérie, soit Égypte, soit en Arabie Saoudite. Et c'est vers ça qu'on veut pousser le plus de programmes pour donner l'accès au marché. On est vraiment très ciblé accès au marché aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, on commence à avoir des startups qui arrivent à vendre. Il y a 2 ans, on n'en avait pas forcément. Donc ça, c'est par rapport à l'accès au marché, mais je suis d'accord qu'il y a tellement de choses à faire là-dedans. Pour le financement, oui, je suis d'accord, le financement reste faible, la levée de fonds et les subventions. Pour moi, il y a un continuum de financement que je suis par rapport au développement de l'écosystème. Sur une première phase, le très très early stage, on parle même pas de levée de fonds. Il y a la subvention ou les family and friends et à la limite des business angels qui sont très courageux, qui adorent le risque. C'est là où ils vont être. On commence à y répondre à travers des subventions, mais reste, il faut faire plus. Et surtout sur la problématique de la green tech. La green tech, c'est un monde, il y a pas mal de startups qui vont faire vraiment de la transformation énergétique ou la transition énergétique ou autre. C'est des startups qui ont besoin d'énormément de financement au early stage. Donc, c'est même pas en financement, il leur faut de la subvention. Ensuite, on commence à voir, il n'y a pas mal de business angels, on commence à voir, il y a comme un momento, c'est-à-dire il y a 2 années, il n'y avait pas de business angel. Cette année, on est à 25% des levées de fonds sont réalisées par des business angels. D'ailleurs, tous les chiffres que je suis en train de donner, vous pouvez les trouver sur le rapport de 2021 sur le Startup Act. C'est en accès libre sur le site. Donc aujourd'hui, il faudrait activer un peu plus les business angels pour donner plus d'investissement. Pour les early stage, donc pre-seed, seed, investment, il y a un premier seed fund qui commence à faire sa place, c'est 216, et il faudrait plus, il en faut plus. Mais il en faut surtout plus de connexions avec des VC régionaux. Comment enlever les handicaps que vous avez cités par rapport pour attirer un investisseur aujourd'hui internationaux? Clairement, il leur dit on va partir ailleurs. Et à la limite, aujourd'hui, on se dit c'est pas grave, tant qu'il va lever les fonds, tant que la start-up va lever les fonds, c'est pas grave. Mais il faudra que nous, on traite le terrain, on balise le terrain pour que
on retarde au maximum la nécessité de départ de la start-up tunisienne vers d'autres cieux plus cléments, plus attractifs, et pour le marché et pour l'investissement. Voilà. Super, merci. Ben, vous avez déjà répondu à ma question suivante tous les deux. Comment faire face à ces challenges et à ces défis? Donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il faut, au-delà des choses qu'on ne peut pas facilement changer au niveau des pouvoirs publics et des politiques publiques qui sont liées à la politique de change et autres, bah, créer finalement les conditions de réussite en les accompagnant de manière très pragmatique pour les networker, pour les accompagner dans leur recherche en fait, de marché à l'international et pour les mettre en relation avec les acteurs de l'écosystème qui vont pouvoir les aider. Du coup, moi, ça va peut-être m'amener vers, avant de donner la parole et de laisser un petit moment pour des questions en fait, de la salle, j'avais envie aussi de vous demander comment faire pour les startups qui sont là aujourd'hui, pour devenir les futurs Expansia, pour devenir les futurs Instadeep ou Yassir. On sait qu'il y a 2-3 pépites qui ont réussi à casser la baraque. Ben, comment faire pour finalement rentrer dans ce sillage et pouvoir s'inscrire dans cette même logique de réussite? Qui a envie de prendre la question en premier? Vas-y. C'est une solution innovante. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est une solution innovante qui s'adresse à un grand marché. Il faut se challenger aussi. Avant de commencer de parler de l'infrastructure de l'écosystème, commençons par le fondateur et sa solution. Il faut avoir... Aujourd'hui, la compétition est forte. Et on s'attend à des solutions qui vont réellement répondre à des problématiques, améliorer nos vies de ménage ou bien d'entreprise, avoir plus de performance, avoir plus d'intelligence dans la manière de faire, être plus dans l'anticipation que dans la correction après. Donc, tout ça, il faudrait que l'entrepreneur se challenge un peu. Est-ce que vraiment mon idée, si jamais je casse la baraque et je gagne les clients à tout va, où est-ce que je pourrais aller? Est-ce que c'est un marché qui va s'arrêter à 300 entreprises, à 3000 entreprises, ou ça peut concerner 3 millions d'entreprises? Est-ce qu'on est obligé d'avoir, du coup, tout de suite une ambition sur des milliers ou des millions de clients? Ou bien, fine, on peut se dire finalement, si j'arrive à avoir des centaines de clients et à développer mon produit en marchant, je pourrais probablement, au fur et à mesure, améliorer. Parce que finalement, si on met la barre trop haut, on va aussi, à un moment donné, ne pas oser y aller. Donc, est-ce que... Moi, je suis convaincue que la vision doit être au départ très grande. La vision, elle peut être même cachée. Elle peut être même dans sa petite chambre, dans un petit coffre fermé à clé. Mais si, au départ, on s'adresse avec un produit qui n'a pas autant de potentiel, ça ne ramènera pas les investisseurs, ça ne fera pas rêver les partenaires, on ne pourra pas partir avec à l'international parce qu'on certainement on trouvera des compétiteurs locaux qui seront déjà sur le marché. Donc, si on parle des prochaines Expansia et Instadeep, c'est vraiment ça la règle. C'est un grand rêve. Il faut que le marché initial, là où on veut aller, est très grand. C'est comme ça que les investisseurs suivront. Mais après, bien sûr, on ira petit à petit. On ira avec une phase de POC. Ensuite, on ira vers une expansion. Ensuite, on développera peut-être d'autres produits auxiliaires. Tout ça viendra par la suite. Mais au départ, il faut que la vision mérite le chemin et toute la fatigue qui va se faire. Ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc les compétences, et ça c'est encore un autre challenge qui commence à se poser en Tunisie, parce que nos ingénieurs finalement partent, et il faudrait les retenir aussi par la vision. Voilà, il faut les faire rêver, parce que pour que je reste en Tunisie, je ne parte pas dans une entreprise en France ou en Allemagne.
il me faut du rêve, il me faut des stock options dans une start-up dans laquelle je crois. Ensuite, par rapport à l'écosystème, il faut bien sûr offrir un meilleur accompagnement, offrir plus d'options de financement, comme je l'ai dit, soit de la subvention, soit de l'avance remboursable, soit de, bien sûr, l'investissement et le véhicule majeur, c'est-à-dire l'equity, c'est le véhicule majeur de financement des startups, mais on essaie de combler les gaps, surtout dans un pays comme le nôtre, à travers d'autres moyens pour que ce continuum ne se brise pas et ne mène pas la start-up à l'arrêt ou à une situation pas du tout confortable. Et les programmes aujourd'hui, on doit être vraiment très clair et pragmatique. J'aime beaucoup le mot pragmatique dans nos programmes. C'est connexion. Pour moi, le mot connexion est le plus important et ouverture. Sur des programmes d'accompagnement, sur des programmes d'accès au marché et pour l'accès aux levées de fonds. Merci Salma. Donc, il faut rêver, il faut donner du rêve. Donc, non seulement rêver soi-même et avoir de l'ambition, mais il faut aussi faire rêver les équipes et les embarquer en fait dans une aventure qui finalement va les inspirer, va faire que ces équipes-là et ces compétences vont rester. Donc, il faut aussi former en fait à un moment donné les équipes et former aussi les fondateurs pour qu'ils voient grand et qu'ils aillent dans cette logique-là. Et pour finir, ce que je retiens aussi, c'est qu'effectivement, l'écosystème doit se mobiliser pour faire en sorte que finalement les conditions soient réunies et d'accompagnement des startups. Néanmoins, juste je lis un point en particulier, le départ à l'étranger. Il est lié au rêve, effectivement, en fait, quand les gens voient un fondateur visionnaire qui les fait rêver, qui les intéresse, ils ont plus de chances de rester, mais il y a un problème pays aussi. Et à un moment donné, on a beau dire, l'écosystème se bat pour faire en sorte qu'il y ait un rêve qui va au-delà de la crise actuelle que nous sommes en train de passer et de la morosité qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus en fait au pays et qui partent parce que ils veulent avoir un meilleur système éducatif pour leurs enfants, un meilleur système de santé et qui veulent finalement être protégés sur le moyen et long terme. Donc essayons de donner en fait aussi de l'espoir et redonner confiance en fait dans le pays. Je te laisse la parole, Mahdi. Merci. Pour répondre à la question, pour les start-upers surtout qui sont dans la salle, c'est que le mot c'est il faut oser. Il faut oser, il ne faut jamais avoir de la censure ou l'autocensure. Malgré ce qu'on dit, c'est, il reste positif parce que c'est dans un objectif d'améliorer, d'une amélioration continue. Il faut oser l'idée, il faut oser aussi de comparer l'idée par rapport à ce qui existe dans le monde, pas dans le marché, mais dans le monde. Aujourd'hui, avec Internet, avec tous les moyens, on peut avoir tous les articles qui parlent sur le sujet dont on a l'idée. D'abord, ça, c'est une première étape qui est très importante, de benchmarker son idée par rapport à ce qui existe dans le monde. Après, quel problème ou quelle problématique cette idée va résoudre et comment les autres ils ont fait pour résoudre ce type de problématique. Et troisième étape, c'est le go-to-market. C'est comment je vais aller au marché, que ce soit avec les étapes, on a parlé de POC, Proof of Concept, etc., ou avec des sponsors, parce qu'il existe aussi même des multinationales qui sont intéressées parfois par des petites idées, pour voir qu'est-ce que ça donne avec des budgets, etc. Et tout. Donc je reviens au mot, il faut oser, il ne faut pas dire que non, parce qu'on est dans un petit marché, où on parlait du protectionnisme au niveau des lois, etc. Et tout ça, moi je reste persuadé que ça va évoluer par la force des choses. Deuxièmement, il y a la partie, on a parlé de la partie financement, qui s'améliore aujourd'hui à mon point de vue, mais également il reste beaucoup d'autres alternatives. Je ne sais pas laquelle des startups, mais elle est passée par un réseau Entreprendre, par exemple, pour lever... Expansia était le lauréat de réseau Entreprendre. Voilà. Et il y a les microfinances, il y a les banques standards, il y a toujours des moyens, il faut toujours rester ouvert et positif. Ça, c'est un. Et de deux, après, il faut toujours avoir une vision internationale. Dans une start-up,
La seule différence avec je crée une start-up ou je crée une entreprise, c'est que ma start-up, elle est scalable. Donc, elle va évoluer très rapidement par rapport à une entreprise, on va dire, entre guillemets, standard. Et même l'écosystème actuel qui finance des usines à 10 millions de dinars, à 15 millions, voire à 30 millions de dinars, alors qu'ils partent d'une idée, et que lorsqu'on vient avec une start-up avec le même système, en leur disant que voilà, je ne comprends pas, une application, vous allez faire un truc, voilà, bref, comment, parce qu'ils ne voient pas les machines, ils ne voient pas l'usine, ils ne voient pas la zone industrielle, et ça va s'améliorer, parce qu'avec la communication, avec tout ce qu'on fait, avec tout l'écosystème, ce qu'il fait, l'État aussi, le gouvernement, il y a des échanges autour de l'amélioration du Startup Act, et donc, ça donne, à mon avis, un climat qui est dynamique et qu'il faut être... Il faut être vraiment très positif et encore une fois, pour la dernière fois, oser. Il faut oser. Voilà. Merci Mahdi. C'est vrai que j'aime beaucoup ce mot. Donc entre voir grand et oser, je trouve que c'est un beau message pour les startups et l'écosystème. J'aimerais en fait peut-être du coup donner la parole à ceux qui ont envie de poser des questions, et on en a une là-bas, et clôturer sur effectivement la Q&A session. Il y a une question là-bas, je vois. Donc il faut leur donner le micro. Il faut lui donner le micro. En fait, merci France Tech de cette matinale-là. Il est vraiment un débat très, très riche. Moi, en fait, vu mon métier, je suis toujours en contact avec les startups. Donc, vu que, comme l'idée de Madame Salma, la Tunisie, c'est un petit marché. C'est la moitié du Caire. Donc, la start-up, pour qu'elle se réussisse, il faut qu'elle cherche des marchés étrangers. Et pour trouver ces marchés, il faut avoir des clés de réussite. Malheureusement, la Tunisie, on n'a pas des banques installées dans les pays à l'étranger, surtout dans notre continent africain, qui est le continent des opportunités et l'avenir. Donc, on n'est pas présent. Et aussi, on n'a pas, même au niveau État, on n'a pas un État derrière les start-upers. On n'a pas. Votre question, si non, juste un petit. Je demanderai juste à ce que les questions soient très courtes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, merci, mais la question. Ma question, pourquoi la Tunisie, pour aider les start-upers, ne pas nommer des ambassadeurs qui ont une politique, une politique commerciale comme d'autres pays, comme un ambassadeur à Silicon Valley ou d'autres pays. Donc il faut avoir un objectif commercial. Merci. Merci pour la question. Qui veut prendre la réponse? Vas-y, Mahdi. On se rejoint à votre question, donc, à mon avis. Hein, donc, on espère que la politique évolue vers ça. Donc, nous, on n'est pas dans la politique, on est dans l'écosystème. Évidemment, oui, il y a plein de pays qui commencent à faire ça. Hein. Il y a ceux qui ont de la tradition. On parle de la France. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. Il y a le réseau du commerce extérieur, les représentants des commerces extérieurs, etc., qui marchent très bien. Et que peut-être, nos pays commencent à évoluer vers ça. Mais pour l'instant, je reviens. Il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre ça parce qu'on ne sera pas rejeté. Tant qu'on n'a pas des banques tunisiennes en Afrique, même s'il existe quelques-unes, hein, donc avec des participations, voilà, il faut y lancer parce qu'il y a des marchés qui sont ouverts. Ils sont ouverts à tout intervenant étranger qui a de la valeur ajoutée. Donc là, c'est vrai que le fait d'y aller, etc. et tout, donc pour un start-upper, ça coûte cher, mais il y a des subventions à ce que je vois, il y a des trucs qui peuvent aider pour ça. En tout cas, c'est une suggestion qu'on va retenir et on fera un plaidoyer dans ce sens. Merci. Il y a une question ici. Et il a levé la main avant. Bonjour tout le monde. Jawar Mghiribi, entrepreneur. Et je voulais profiter de cette présence très intéressante et de ce contenu très enrichissant pour poser une question par rapport au financement. On discutait déjà du financement en early stage. Et dernièrement, il y a eu des décrets pour l'organisation du financement par le crowdfunding. Nous savons tous que le financement participatif fait partie
des moyens de levée de fonds et de financement pour les startups, surtout en début de lancement de leurs activités. Comment voyez-vous, en tant que professionnel, en tant qu'expert, les possibilités de réussite de ce nouveau mode de financement en Tunisie? Et deuxièmement, est-ce que déjà les plateformes de financement participatif, si elles sont orientées vers l'écologie, vers le développement et le fait d'accentuer la transition numérique en rapport avec les projets environnementaux, est-ce qu'ils pourraient être considérés comme étant des startups? Merci beaucoup. Je vous demanderai des réponses rapides et courtes parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. On a une ou deux questions à prendre après. D'accord. Donc, Ouais. Pour le crowdfunding, ça commence en Tunisie. Donc, sur d'autres marchés, ça fait ses preuves. C'est trop lié avec le business culture local. Donc, c'est des gens qui vont se réunir pour financer des projets en choisissant des projets, etc. Donc, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous, on attend avec impatience aussi, parce que ça vient d'être le décret annoncé, alors qu'on attendait, ça fait 3-4 ans, hein, donc, depuis la première circulaire. Donc, je reste encore une fois positif, parce que ça avance, même si ça prend du temps. Et voilà, on verra. Mais dans d'autres marchés, ça a bien réussi. merci. Pour le crowdfunding, je pense qu'on a attendu longtemps, 4 ans, que même la vague est un peu passée du crowdfunding. C'est plus aussi stimulant, même dans le monde. Donc, moi, je préfère le business angel pour les startups. Au moins, je parle des startups et des cadres un peu plus neutre. Je trouve que le crowdfunding, c'est vraiment spécifique pour certains types de projets. Ayant moi-même bénéficié de ce type de financement. Donc, c'est pas que je tape dessus, mais pour vraiment créer un impact de levier financier, je crois plus à la locomotive des business angels. Ceci dit, le crowdfunding aujourd'hui, la partie légale, elle est clôturée. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est un travail au niveau opérationnel. Quelle user experience offrons-nous aux funders sur les plateformes de crowdfunding et quelle histoire on va raconter, comment fédérer les gens autour de ce type de mécanisme qui est nouveau. Tout ça reste à faire et ça, c'est le travail de l'écosystème en général parce qu'il y a tout à faire ici. Si les premières opérations de crowdfunding seront couronnées de succès, ça sera le modèle de financement qui va cartonner, qui va englober pas mal d'entreprises en early stage. Si les premières opérations, par contre, ne marchent pas comme souhaité, soit par une user experience qui n'est pas terrible, soit par des entrepreneurs qui ne sont pas très responsables, là, on signera la fin du crowdfunding. Donc vraiment, il y a un travail en commun à faire, à sensibiliser nos startups, les entrepreneurs, à prendre vraiment responsabilité et entière responsabilité de ce mode de financement, et aussi à éduquer les founders. Merci. On a encore la place pour 2 questions maximum. Donc, je ne sais pas, j'ai vu qu'il a levé là. Salut, Une bonjour. question, me dit Elie. Désolé. Donc, ces dernières années, on s'inspire beaucoup du modèle de InstaDeep, Expansia, Yassir, mais ce ne sont pas des startups tunisiennes. Ok, leur discours, leur founder s'appelle Karim ou Nourdine de Yassir. Ça ne veut pas dire qu'elle est. Je تدخل sur Crunchbase, c'est pas une startup Mais elles ont tunisienne. commencé en Tunisie. Bon, Nourdine, c'est l'Algérie, mais Non, Yassir, je parle de Expansia et de Yassir. Oui, et de InstaDeep, ça a démarré en s'inspirer de Tunisie. InstaDeep, c'est comme s'inspirer de Evernote. L'écosystème تاعهم مش كيف اللي Alors, OK, كنا تولدنا في تونس. OK, non, mais ça fait là, pas je vais dire sauter que sur la... Je pense que c'est une question extrêmement importante. Ouais. Et moi, j'ai une réponse, une position aussi très très claire. InstaDeep, Expansia, c'est des startups qui ont commencé en Tunisie. Jusqu'à aujourd'hui, leurs équipes sont en Tunisie. Après, elles sont internationales dans l'esprit. C'est normal. C'est-à-dire qu'elles sont parties InstaDeep en intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'elle puisse faire son expansion en étant tuniso-tunisienne? Ça nous ramène au premier point qu'on Et évoquait. là, tant que l'écosystème est early stage, qu'ont la Tunisie et la Tunisie d'aujourd'hui, il faudrait se mettre derrière
ces leaders, ces champions, les encourager, s'approprier leur tunisianité, parce que leur histoire pourrait être votre histoire demain. Demain, vous allez avoir une solution qui est extraordinaire, que sur une technologie très avancée. Et rapidement, vous allez voir que le marché que vous adresserez et les investisseurs qui seront intéressés par votre projet. كلهم امريكان على فكره يعني que ce soit pour Qu'est-ce qui Yassir vous ولا Pour Expansia, ce n'est Instadip. pas américain. Et qu'est-ce qui vous François, empêcherait, ok. qu'est-ce qui vous empêcherait Voilà. demain d'avoir Donc des on revient à la investisseurs case départ, hein, il faut Je s'internationaliser. vais vous donner. Donc, Non, je non, تونس voilà Ils le font. بالعربي. c'est pas grave. C'est- Non, non, mais juste juste une petite. C'est bien de terminer sur un point chaud comme ça. En fait, Ahmed, bien sûr, dans l'idéal, dans un monde idéal, on souhaiterait voir notre Tunisie un parterre ouvert, extrêmement connecté, où toutes les levées de fonds se passeront en Tunisie et aucun besoin ou aucune nécessité de partir ailleurs pour lever les fonds. Ceci dit, et entre nous, même les startups françaises. Bien sûr. À un certain moment. Voilà, de un. Et on va œuvrer sur ce chemin-là pour retarder au maximum la nécessité de partir. On va garder ça comme un besoin d'expansion, mais pas de nécessité. C'est ça pour nous ce qu'il faudrait faire. Deuxièmement, juste pour donner une comparaison, toutes les startups égyptiennes qui ont levé des fonds, elles sont installées, elles sont créées, incorporées au Delaware. Les Nigériennes aussi, soit au Delaware, soit Il faut que ce soit au votre UK. rêve aussi, hein, de vouloir partir. Et malheureusement, Flutterwave, Wave, toutes ces startups qui ont levé plus de 100 millions d'euros l'année dernière, qui nous ont fait rêver, qui sont des startups africaines, leurs fondateurs ne sont même pas locaux. Ouais. Et donc, il ne faut pas directement aller dans le côté négatif. Il ne faut pas se limiter. C'est pas le côté négatif, mais l'illusion اللي elles sont tunisiennes. نتبعوا في La majorité. كيما انا نحب نتبع ايفرنوت، جو مانسبير برشا من الفاوند نتاع ايفرنوت. Mais bien sûr, il faut ما عنديش s'inspirer نفس de Evernote. l'écosystème انا ما خرجتش Il في faut ستايل. s'inspirer Il faut utiliser ton écosystème actuel pour pouvoir avoir un écosystème autre demain. Parce que si tu t'arrêtes à ton écosystème actuel, tu ne pourras jamais accomplir le rêve dont on parlait tout à l'heure. Ça nous ramène à notre point de départ. Donc à un moment donné, il faut sortir de ce débat. Absolument. Avec des levées de fonds internationales, etc. Vas-y Mahdi, tu as un point de réponse, on s'arrête Ça va là. être très court, c'est juste pour vous dire qu'il est où le problème. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas le problème. Tant qu'il n'y a pas, il y a des accès. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite tous. On a parlé des handicaps et des problèmes, etc. Tant qu'il y a ces possibilités, ils se lancent, ils se créent à l'étranger et qu'ils ont la capacité de lever de fonds et devenir des licornes, tant mieux. Tant mieux, il faut suivre le temps que notre écosystème s'améliore. Ben, c'est super, on termine sur un point, en fait, la boucle est bouclée. Désolé pour ceux qui n'auront pas eu le temps de poser leurs questions, mais on aura d'autres événements aussi et vous serez les bienvenus. Merci en tout cas, merci Salma, merci Mahdi et merci à vous tous.